L'automne 1941. La retraite, le chaos, et l'ordre de détruire une arme secrète flambant neuve pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Mais que se passe-t-il si l'on désobéit à l'ordre? Que se passe-t-il si, au lieu de la faire sauter, on l'utilise en dépit des règles? Deux hommes contre une colonne de chars, sans blindage, sans aucune chance. À bord d'un véhicule dont on a coupé le toit pour que l'équipage ne soit pas asphyxié par les gaz de poudre. Ceci est l'histoire de la création de la Tornade des Neiges, une installation artisanale qui réduisait l'infanterie et les blindés allemands en poussière avec une cadence de 600 coups par minute. Vous découvrirez pourquoi cet exploit a failli se terminer devant un tribunal, comment l'équipage a survécu à l'intérieur d'une machine qui se disloquait sous sa propre puissance, et le prix terrible qu'ils ont payé pour remporter ce duel où, apparemment, l'ennemi avait toutes les cartes en main. Ce n'est pas une histoire de guerre pour les parades, c'est de la boue, du mazout, du désespoir et de la rage d'ingénieur. Voici comment s'est terminée cette expérience mortelle. 15 octobre 1941, aérodrome de Sosnova. L'air n'a pas l'odeur de l'automne. Il sent le caoutchouc brûlé, le kérosène d'aviation non consumé et la peur animale qui semble avoir imprégné jusqu'à la glaise humide de la piste de décollage. Si vous pensez que la retraite est une colonne organisée marchant au pas, vous êtes un idiot. La retraite, c'est le chaos. Ce sont des caisses d'outils abandonnées, des camions retournés dans les fossés et des gens dont les yeux débordent de folie. Le grondement du front n'est plus quelque part là-bas, derrière l'horizon. Il est ici. La terre vibre. Ce n'est pas un tremblement, ce sont les coups rythmiques de l'artillerie allemande qui broient notre arrière-garde à 10 km d'ici. Toutes les 3 secondes, un nouveau coup, comme un métronome comptant le temps jusqu'à la fin. Au milieu de cet enfer, près d'un hangar à moitié détruit, se tient le sergent-chef Demidov. Ses mains sont noires d'huile et de suie, mais elles ne tremblent pas. Il regarde vers le bas. Devant lui, posé sur des tréteaux en bois, gît la mort. Une mort parfaite, froide, issue de l'ingénierie. Le canon d'aviation de 23 mm V8A-23, Volkov et Yartsev. Un chef-d'œuvre de la pensée armurière. La plupart des fantassins n'ont jamais vu cette arme de près. Pour eux, ce n'est qu'un point noir sous l'aile d'un île crachant du feu. Mais ici, au sol, elle semble étrangère, encombrante, dangereuse. 66 kg d'acier allié. Longueur, 2,15 m. Ce n'est pas un fusil qu'on peut jeter sur son dos. C'est une machine-outil créée pour déchirer le duralium et briser le verre blindé. Demidov a un ordre dans la poche de sa vareuse. Le papier est froissé, le texte tapé sur une machine dont la lettre R est cassée. L'ordre est simple. Détruire toutes les valeurs matérielles et techniques ne pouvant être évacuées. Détruire. Demidov passe la paume sur la culasse. Le métal est glacial. Il brûle les doigts. À l'intérieur de ce mécanisme est cachée une énergie capable d'arrêter un camion, transformant son moteur en un tas de ferraille brûlante en 1/10 de seconde. Cadence de tir, jusqu'à 650 coups par minute. Un obus pèse 200 grammes. Vitesse initiale, 905 mètres par seconde. C'est de la physique pure. Mais à la guerre, la physique se traduit dans la langue de la destruction. L'impact d'un tel obus sur un homme ne laisse pas de blessés. Il laisse une tache humide et des fragments d'équipement. Une rafale de 3 obus coupe un mur de briques d'un demi-mètre d'épaisseur comme une scie circulaire coupe une planche pourrie. Et maintenant, il faut faire sauter cette puissance. Fourrer une grenade dans le canon ou placer une charge de TNT sous la culasse. Transformer ce chef-d'œuvre d'ingénierie en ferraille tordue pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Le technicien Ryabov s'approche de Demidov. Il est plus jeune, un étudiant d'hier. Ses lunettes au verre fêlé
sont réparés avec du ruban adhésif. Il traîne une caisse à outils, pliant sous son poids. « Sergent !» La voix de Ryabov se brise. Il crie pour couvrir le rugissement du moteur d'un tracteur qui chauffe non loin. La voiture est partie. La dernière. Il n'y aura plus de transport. Demidov ne se retourne pas. Il regarde le canon. « Nous ne pouvons pas l'abandonner », dit-il doucement, mais Ryabov l'entend. « C'est un ordre, Andreï. » Le technicien jette la caisse dans la boue. « Tu réalises combien elle pèse ? Le canon seul fait 66 kilos. Les bandes, les munitions, l'affût. On ne peut pas la porter à bras. C'est un canon d'aviation, sergent. Il n'a pas de roue. Il n'a pas d'affût pour le sol. Il est mort, sans aile. » Ryabov a raison. C'est une loi de la mécanique. Le canon d'aviation est conçu pour être monté sur des points de fixation rigides à l'intérieur du fuselage ou de l'aile d'un avion d'attaque. Tout le recul, et il est monstrueux, plus de 3 tonnes force, est absorbé par la masse de l'avion et son inertie en vol. Au sol, ce canon se comportera lors du tir comme une bête enragée. Il volera simplement en arrière, brisant les os du tireur. La faire sauter est un crime. Demidov crache une salive épaisse sur le béton. Là-bas, il hoche la tête vers le fracas de la canonnade. Nos gars n'ont rien pour contrer les blindés allemands. L'infanterie n'a que des fusils Mosin et des bouteilles d'essence. Et nous avons ici un outil qui perce 25 mm de blindage à 400 mètres. Et on va le faire sauter? On part à pied, Andreï. Ryabov saisit le sergent par la manche. Tu entends? Les Allemands sont déjà à Sosnovka. C'est à 5 kilomètres. On a une demi-heure pour filer avant qu'ils ne coupent la route. Fais tout sauter et courons. Demidov regarde l'horizon. Des colonnes de fumée noire s'élèvent. Ce sont les dépôts de carburant qui ont déjà exécuté l'ordre. Le ciel est gris, bas, oppressant. La neige mêlée de pluie commence à fouetter les visages. La guerre, ce n'est pas seulement tirer. C'est de la logistique. C'est le poids des munitions. C'est de la résistance des matériaux. Demidov sait que pour traîner ce canon, il faut un camion. Mais tous les camions ont brûlé ou sont partis avec les blessés. Il ne reste qu'un tas de métal sur l'aire de réparation. Non, dit Demidov. Sa voix sonne sourdement, comme un marteau frappant du plomb. Je ne vais pas le faire sauter. Tu veux passer en cours martial? Ryabov essuie ses lunettes embuées. Il tremble. Pas de froid, d'adrénaline. Regarde là-bas. Demidov pointe le coin éloigné de l'aérodrome, où, penché sur le côté gauche, gît la carcasse rouillée d'un camion près de la clôture. Qu'est-ce que c'est? Un AMO-3, répond machinalement Ryabov. Le pont arrière se bloque, et le châssis s'est fissuré en septembre. C'est de la ferraille, Andreï. Il ne roulera pas. Il roulera. Demidov arrache brutalement la bâche de la culasse du canon. L'huile brille d'un éclat terne et gras. Si on l'y oblige. Tu es devenu fou. Ryabov recule d'un pas. Tu veux monter un canon d'aviation sur un camion pourri? Le recul va le réduire en miettes dès le premier tir. Le châssis va se tordre comme une vis. La cabine va se plier. C'est physiquement impossible. Tu as étudié la mécanique? J'ai étudié comment survivre. Demidov se tourne vers le technicien. Ses yeux sont maintenant plus effrayants que les chars allemands. Il n'y a pas de panique en eux. Juste le calcul froid d'un boucher qui évalue comment découper une carcasse. Nous avons un canon, nous avons des roues, et nous avons une demi-heure avant que les Fritz n'arrivent. Sifflement. Quelque part tout près, une mine tombe. La terre tressaille. Les éclats frappent le béton en faisant jaillir des étincelles. Instinctivement, les deux hommes se baissent. « Écoute-moi, l'étudiant. » Demidov saisit Ryabov par le col, l'attirant à lui. « On ne partira pas à pied. On va rouler. Et on emmène cette beauté avec nous.
ou bien on crève ici en essayant de la faire sauter. Choisis. Ryabov regarde le canon, son frein de bouche prédateur, la bande de munitions dont les maillons brillent faiblement de cuivre. Il est ingénieur. Il comprend que la tâche que pose le sergent est un délire. Unir l'inconciliable. Faire entrer la puissance aérienne sur un châssis qui supporte à peine sa propre carrosserie. Cela contredit toutes les instructions, toutes les normes de sécurité, toutes les lois du bon sens. Mais autour, c'est la guerre. Et la guerre annule les instructions. Il faut renforcer le châssis, dit doucement Ryabov. Son cerveau, habitué au plan, a déjà commencé à travailler, repoussant la peur au second plan. Il faut des profilés et de la soudure, beaucoup de soudure. Il y a un poste à souder dans la zone de réparation. Le générateur fonctionne encore. Demidov relâche le technicien. Et une plateforme, continue de marmonner Ryabov, son regard parcourant les débris sur l'aérodrome. On ne peut pas simplement le poser dans la benne. Il faut un amortisseur, quelque chose qui absorbera le recul. Sinon, on va se tuer nous-mêmes. On trouvera, tranche Demidov. Prends la caisse, cours à la voiture. Ils courent vers le vieil AMO-3, leurs bottes pataugeant dans la boue mêlée d'huile. Autour d'eux, le monde s'effondre. L'armée en retraite laisse des ruines derrière elle. Mais deux hommes au milieu de ce chaos ont décidé non pas de détruire, mais de créer. Créer un monstre. Pas de temps pour réfléchir. La trotteuse de la montre prise à l'ennemi de Demidov avance par saccades, mesurant les derniers instants de calme relatif. Bientôt, ce sera l'enfer. Mais c'est précisément en enfer que naissent les inventions les plus effrayantes. Le métal attend. Il se fiche de qui appuiera sur la détente. Il a besoin d'une main ferme et d'un appui. Et s'il n'y a pas d'appui, il faudra le souder avec les saletés qui traînent sous les pieds. Ryabov se retourne en courant vers le canon resté sur les tréteaux. Il a l'air solitaire et prédateur, une bête qu'il faut apprivoiser en 30 minutes. La tâche est impossible. Mais l'alternative, c'est la mort. Le sergent défonce d'un coup de pied la porte coincée de l'atelier de réparation. Une odeur d'ozone et de vieille graisse frappe les narines. « Lance le générateur, l'étudiant !» hurle Demidov, en saisissant une lourde masse. On commence la chirurgie. Quelque part à l'horizon, dans le voile gris de la pluie, les premiers motocyclistes allemands vérifient déjà leurs cartes, ignorant que dans quelques heures, ils devront affronter quelque chose qui ne figure dans aucun manuel de la Wehrmacht. Quelque chose qui naît en ce moment même du désespoir, de la rouille et de la rage technique. Le tracteur d'aérodrome tire avec un rugissement poussif l'AMO-3 rouillé sous le toit de l'atelier. Le camion penche sur bâbord. Les ressorts grincent comme les articulations d'un vieillard. C'est le bruit du métal mourant. La machine qui doit devenir le porteur de la mort aérienne est elle-même à peine vivante. Le technicien lieutenant Ryabov rampe sous le châssis avec une baladeuse. La lumière jaune de l'ampoule éclaire des écailles de rouille tombant sur le béton. Les longerons sont pourris. La voix de Ryabov résonne comme sortant d'un tonneau. Le châssis est fatigué. Andreï, c'est de la folie. Le métal ici est plus fin que prévu par les calculs, de 30%. La corrosion a bouffé la résistance. Demidov se tient à l'établi, limant les bavures d'une plaque d'acier massive trouvée dans un tas de ferraille. Il ne regarde pas le technicien. Il regarde sa montre. L'aiguille des minutes tranche des morceaux de leur vie. Nous n'avons pas d'autre véhicule, lance sèchement le sergent. Travaille avec ce qu'il y a. Ryabov s'extrait de dessous le camion. Son visage est barbouillé de mazout. Ses lunettes ont glissé sur son nez. Il s'essuie les mains avec un chiffon, y laissant des traces noires. Dans sa tête tournent maintenant des formules qu'en temps de paix, on écrit à la craie sur un tableau dans des auditoires silencieux.
Ici, ces formules sentent le sang. Tu ne comprends pas la physique du processus. Ryabov s'approche de Demidov, saisissant un morceau de craie et dessinant un schéma directement sur l'établi sale. Regarde, c'est le vecteur de recul. Canon V8A23. Poids d'une rafale d'une seconde, 2 kg. Énergie de recul, 3 tonnes et demie. 3500 kg de charge dynamique, sergent. C'est comme si un éléphant sautait avec élan sur la benne. Demidov regarde les lignes tordues sur la table. Il se fiche des éléphants. Il a besoin que le canon tire sans se détacher. « Et alors ?» demande-t-il. « Alors ?» Ryabov pointe le doigt sur le schéma du camion. L'AMO3 a un châssis riveté. Il est élastique. Il est conçu pour transporter des sacs de farine sur des nids de poules, pas pour encaisser l'impulsion d'un canon d'aviation. Si on boulonne simplement l'affût au plancher de la benne, le premier tir agira comme un levier. Le moment de force arrachera un morceau du châssis avec le canon. L'arme volera en arrière, dans la cabine. On sera écrasé contre le pare-brise avec la culasse. C'est une impasse technique. Le canon d'aviation est un parasite exigeant un corps d'hôte rigide. L'avion est une structure monobloc, rigide. Le camion est un assemblage de pièces mobiles. Les combiner signifie violer les lois de la résistance des matériaux. De l'extérieur, à travers le bruit de la pluie, perce le son d'une explosion proche. Du plâtre tombe du plafond du box, couvrant le dessin de poussière blanche. Fais une proposition. Demidov chasse la poussière. C'est toi l'ingénieur. Réfléchis. Comment tromper la physique? Ryabov enlève ses lunettes, frotte l'arête de son nez. Ses yeux parcourent le box, scannant l'espace à la recherche d'une solution. Son regard s'accroche à la carcasse d'un tracteur d'artillerie comme Somolets, détruit, gisant dans un coin. Un petit tracteur blindé dont la tourelle a été emportée par un coup direct, mais dont le train de roulement est resté intact. « Il nous faut un sandwich », dit lentement Ryabov. L'idée naît douloureusement, perçant à travers la peur. On ne peut pas fixer le canon en un seul point. Il faut répartir la charge, diluer le choc. Explique, Demidov pose sa lime. On ne pose pas le canon sur le plancher. Ryabov commence à parler plus vite. L'inspiration le submerge. On fabrique un faux châssis. On prend des profilés. On soude un cadre rigide, une plateforme. On la pose au fond de la benne. Mais on ne la visse pas rigidement au châssis du camion. Et comment ça va tenir? Par magie? Non. On fait un sandwich flottant. Bois, métal, bois. On intercale des poutres entre le châssis du véhicule et notre faux châssis. Le bois agira comme un amortisseur. Il s'écrasera, mais absorbera le pic du choc. Et le faux châssis lui-même? Ryabov court vers le tracteur détruit. On utilise le dispositif d'attelage du Komsomolets. Il donne un coup de pied dans le nœud d'acier massif à l'arrière du tracteur. On découpe ce morceau avec la chair. On le soude à notre faux châssis et on relie la partie correspondante à la poutre centrale du camion. Résultat, le canon tire, en quelque sorte, le véhicule derrière lui lors du coup. Mais l'impulsion part dans le point le plus rigide, le centre de masse. On transforme un camion mou en un système monolithique. Demidov se tait, soupesant les mots. Cela semble insensé. Construire une structure d'ingénierie complexe à partir de déchets 2 heures avant le combat. Cela contredit toutes les technologies d'usine. Pas de plan, pas de calcul de résistance, pas d'essai, juste de l'intuition et de la soudure. « Ça tiendra une rafale ?» demande le sergent. « Une rafale, non », répond honnêtement Ryabov. « Une longue rafale, le cadre ne la tiendra pas. Il sera tordu en vrille par la vibration. Il faudra tirer par courtes salves, 3 ou 4 coups,
Bam, bam, bam. Et stop. Sinon, on se disloquera en roulant. Mais le coup par coup et les courtes, ce système les encaissera. Il doit les encaisser. Et s'il ne les encaisse pas, alors nous mourrons de notre propre tir avant que les Allemands ne nous tuent. Demidov a un petit rire, un sourire tordu, méchant. Bon choix, ça me plaît. Il s'approche du poste à souder. Le vieux transformateur encombrant bourdonne comme une ruche dérangée. De quoi as-tu besoin? 2 profilés de 3 mètres, des poutres, on peut démonter les bancs de la benne, et un chalumeau pour couper un morceau du Komsomolets. Ryabov n'a plus l'air d'un étudiant effrayé. Maintenant, c'est l'ingénieur en chef. Dans sa tête, le puzzle s'est assemblé. La peur est partie. C'est dans la place à l'excitation de la résolution du problème. Et encore une chose, Andreï, le technicien lève le doigt. Il faut enlever la cabine. Ou couper le toit. Pourquoi? Demidov fronce les sourcils. L'hiver arrive, on va geler. Les gaz, lance brièvement Ryabov. La bouche du canon sera juste au-dessus de nos têtes. Les gaz de poudre, lors du tir du V8A, contiennent du monoxyde de carbone et des oxydes d'azote. Si la cabine est fermée, on sera asphyxié après la 2e rafale. Il nous faut une ventilation maximale. Donc, un cabriolet. Demidov prend le chalumeau. Coupe. Dans le box, éclate la flamme bleue aveuglant du chalumeau à acétylène. Une odeur d'ozone et de peinture brûlée se répand. Ryabov saisit une masse et frappe de toutes ses forces sur le flanc pourri de l'AMO3, faisant tomber la poussière. La course commence. Ce n'est pas une simple réparation. C'est la bataille de la résistance des matériaux contre la nécessité. Chaque minute est un millimètre de soudure de plus. Chaque coup de marteau est une tentative de tromper la mort. L'improvisation, ce n'est pas faire n'importe quoi. L'improvisation, c'est connaître exactement les limites des matériaux et danser sur le bord, sans laisser la structure s'effondrer dans le vide. Ryabov crie à travers le bruit du chalumeau. « Centre de gravité! Il faut avancer le canon au maximum! Juste contre la cabine! Sinon le camion va se cabrer au recul! » Demidov hoche la tête sans quitter le feu des yeux. Le métal fond, coulant en gouttes ardentes sur ses bottes. Il n'a pas mal. L'adrénaline fonctionne mieux que la novocaïne. Il crée un monstre. Un hybride entre un vieux travailleur de l'arrière rouillé et un prédateur céleste. Dans une vie normale, pour un tel tuning, on les aurait envoyés au tribunal pour sabotage. Mais ici et maintenant, sous l'accompagnement de l'artillerie allemande, naît la seule réponse possible à l'ennemi. Brutale, laide, mortelle. « Amène les profilés !» hurle Demidov en jetant l'électrode consumée. « On n'a pas le temps !» Dehors, on entend le grondement croissant des moteurs d'avion. La Luftwaffe est déjà là. Les Junkers approchent de la cible. Mais les 2 hommes dans le garage se fichent des bombardiers. Ils ont leur propre guerre. Une guerre contre le métal qui refuse d'obéir et contre les lois de la physique qui affirment qu'un canon d'aviation ne peut pas rouler sur un camion. Ils prouveront le contraire. Ou mourront en essayant. 2 heures. 120 minutes. C'est la durée de vie que la guerre et la géographie leur ont accordée. Dans 2 heures, les chars allemands couperont la route derrière la forêt et ce hangar deviendra une fosse commune. À l'intérieur du box, le temps n'existe pas. Il n'y a que l'arc blanc aveuglant de la soudure électrique et le hurlement de la meuleuse d'angle. L'air ici est dense, grisâtre, toxique. On étouffe. Un mélange d'ozone, de peinture brûlée et de peau humaine calcinée. Les scories brûlent les vareuses, s'incrustent dans la chair. Mais personne ne s'arrête pour secouer les étincelles. Ryabov soude.
Il n'a jamais été soudeur professionnel, c'est un théoricien. Mais maintenant, sa main guide l'électrode avec une obstination fanatique. La soudure est grossière, en écaille, avec des coulures de laitier. À l'usine, un contremaître aurait rejeté une telle soudure. Ici, à 5 km de la ligne de front, cette soudure est la seule chose qui sépare la vie de la mort. Demidov travaille à la masse. Il enfonce les profilés d'acier dans les encoches du faux châssis artisanal. « Frappe !» crie Ryabov à travers son masque. « Plus fort! Ça doit rentrer en force !» Un coup. Encore un coup. Le tintement du métal frappe les tympans, couvrant même la canonnade extérieure. La sueur inonde les yeux, âcre, salée. Demidov jette sa veste matelassée. De la vapeur s'élève de son dos comme d'un cheval fourbu. Par -5 degrés dans le hangar non chauffé, il fait chaud comme dans une aciérie. Il crée un avorton. Le toit de la cabine de l'AMO-3 est coupé au chalumeau. Les bords sont déchiquetés, tranchants comme des rasoirs. C'est maintenant un cabriolet pour kamikaze. À la place de la benne, un millefeuille de bois et d'acier. Ce fameux système d'amortissement que Ryabov a inventé il y a une demi-heure. Le bois grince quand il serre les boulons, foirant les filetages sous l'effort. La clé plate glisse dans les mains huileuses, écorchant les jointures jusqu'au sang. Pas de douleur. La douleur viendra plus tard, s'ils survivent. Le plus terrible est l'installation de l'arme. Le canon VA-23 gît sur le sol, ressemblant à la colonne vertébrale arrachée d'un saurien préhistorique. 66 kg d'acier froid et bruni, plus la bande de munitions, plus le mécanisme d'alimentation. Pas de treuil. Les palans sont arrachés. « On soulève !» râle Demidov. Il la lève à bras, à deux. C'est une violation de toutes les normes de sécurité au travail. Les colonnes vertébrales craquent sous la charge. Les veines du cou gonflent, menaçant d'éclater. Le métal est glissant, lourd. Il tire vers le bas, vers la terre. La culasse de l'arme pèse comme une pierre tombale. « Tiens, tiens, bon sang !» Ryabov appuie son épaule contre le canon. Ses pieds glissent sur une tache d'huile. Avec un fracas qui fait grincer les dents, le canon tombe sur le lit préparé. Les amortisseurs du camion s'affaissent. Le véhicule s'écrase sur l'essieu arrière, acceptant le poids de l'organe étranger. Maintenant, ils ne font plus qu'un. Frankenstein a trouvé son cœur. À ce moment, la porte du box s'ouvre grand. Une rafale de vent glacial dissipe la fumée de soudure. Sur le seuil se tient le commissaire de bataillon Saveliev. Son manteau est impeccablement boutonné, son baudrier brille, son visage est rasé de près, malgré le chaos de la retraite. À la main, il n'a pas une baguette, mais un pistolet tété. Saveliev regarde le camion mutilé, le toit coupé, le canon d'aviation soudé à la benne. Pour un homme du système, cela ne ressemble pas à une invention. Cela ressemble à un sabotage. Une détérioration de matériel militaire confié à grande échelle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix du commissaire est basse, mais elle couvre le bruit du générateur. Demidov se redresse lentement. Il tient toujours la masse serrée dans ses mains. « On prépare le véhicule au combat, camarade commissaire de bataillon. » Au combat ? Saveliev fait un pas en avant. Le canon du pistolet pointe vers le sol, mais le doigt est sur le pontet. « Vous avez détruit le camion. Vous avez démonté de l'armement d'aviation sans la sanction de l'état-major. Selon les lois du temps de guerre, c'est l'exécution sur le champ. Sabotage et détérioration. » Ryabov se fige avec l'électrode à la main. Il comprend. On va les tuer maintenant. Pas les Allemands, les leurs. Parce qu'ils ont essayé de sauver la situation. C'est la logique de la bureaucratie. Mieux vaut faire sauter la technique sur ordre
que de l'abîmer pour la victoire. C'est une installation d'assaut. Demidov regarde le commissaire droit dans les yeux. Le regard du sergent est plus lourd que le marteau dans sa main. Les Allemands n'ont rien pour répondre aux 23 mm. On va les retarder. Tu as bousillé la machine, sergent, et n'arriveras pas au front. Le châssis va casser. Saveliev n'est pas idiot. Il voit la rouille. Il voit les soudures grossières. Et vous voulez laisser le canon ici? À l'ennemi? Demidov fait un pas vers lui. Nous avons deux options, camarade commissaire. Soit vous nous butez maintenant et faites sauter ce garage, soit vous nous donnez 1 heure et on brûle cette colonne allemande jusqu'en enfer. Silence. Seules les gouttes d'eau tombant du toit percé sur le métal brûlant de la soudure chointent comme des serpents. Saveliev déplace son regard de Demidov à Ryabov, puis sur la construction hideuse. Il ne voit pas une misère technique. Il voit le désespoir couler dans le métal. Il voit des hommes qui ne fuient pas, mais se préparent à mourir debout. C'est le moment de vérité. Le choc entre un paragraphe du règlement et la vérité de la guerre. Saveliev range lentement son pistolet dans son holster. Le clic du fermoir sonne comme un coup de feu. « Vous n'avez pas 1 heure, dit-il sèchement. Vous avez 40 minutes. » Il s'approche du véhicule, passe un doigt ganté de cuir sur la soudure encore chaude. Le gant fume. « Si cette étagère s'effondre avant le premier tir, je vous fusillerai personnellement pour détérioration de matériel devant les rangs. Si vous reculez sans ordre, tribunal. Votre tâche est le carrefour du vieux moulin, tenir à tout prix. »« Compris, tenir, » souffle Ryabov en essuyant ses lunettes. « Sous ma responsabilité personnelle, » ajoute Saveliev en se tournant vers la sortie. « Prenez tous les obus et priez votre Dieu de la mécanique pour qu'elle ne s'enraye pas. » La porte se referme. « 40 minutes !» hurle Demidov en saisissant à nouveau son masque de soudeur. « Tu as entendu, l'étudiant? Soude les butées. Je m'occupe des bandes. » Le travail reprend avec une rage redoublée. Ce n'est plus seulement une tâche d'ingénierie. C'est une course contre la mort qui souffle dans leur nuque des deux côtés. Devant, les chars allemands. Derrière, le peloton d'exécution du NKVD. Demidov traîne les caisses d'obus. Chaque caisse pèse 25 kilos. Explosifs incendiaires, perforants incendiaires. La mort emballée dans des boîtes en bois. Il garnit la bande. Les doigts n'obéissent plus, mais les mouvements sont automatisés. Clic, clic, clic. Les obus entrent dans les maillons. Le laiton des douilles brille faiblement à la lumière de la baladeuse. « Prêt !» crie Ryabov en faisant sauter le dernier morceau de laitier. Ils regardent leur création. Ce n'est pas une machine. C'est le cauchemar d'un perfectionniste. Le camion ressemble à une bête écorchée à laquelle on aurait greffé une épine d'acier dans la colonne vertébrale. Les soudures sont grossières. Le métal porte des traces de brûlure. À la place du toit, le vide ouvrant sur le ciel gris. Mais le canon du fusil regarde vers l'avant, strictement parallèle au sol. L'horizon est réglé. Demidov saute dans la cabine, ou plutôt dans ce qu'il en reste. Le siège du conducteur est mouillé par la pluie. À la place du pare-brise, rien. Le vent frappera le visage avec les gaz de poudre. « Démarre !» Le démarreur râle. La batterie est à l'agonie. Le moteur tousse, puis à contre-cœur, avec des ratés, prend vie. L'échappement est bleu, puant. Le moteur tourne sur 3 pattes, mais il tire. Le véhicule s'ébranle. La structure grince et gémit. Chaque inégalité du sol en béton résonne dans la colonne vertébrale. Le canon à l'arrière vibre finement. Son tube hoche au rythme des mouvements du camion.
Ils sortent du hangar sous la pluie glaciale, à la rencontre de la guerre. Derrière, sur le blindage fumant de la tornade des neiges, repose leur espoir et leur condamnation. Le calcul technique est terminé. L'épreuve de force a commencé. Devant, le carrefour. Et 16 secondes qui vont tout changer. La route près du vieux moulin est vide. L'asphalte gris, saupoudré de la première neige, disparaît dans le brouillard. Visibilité 300 mètres. Au-delà, un lait blanc qui dissimule le monde. Demidov est assis sur le siège en fer du Kireur. Son corps est tendu comme une corde. Ses mains gantées reposent sur les détentes. Ce n'est pas le volant d'une automobile, c'est le mécanisme de déclenchement électrique converti en mécanique par la force brute et du fil de fer. Sous ses pieds, un plancher en bois qui doit jouer le rôle d'amortisseur. Ryabov est dans la cabine. Il n'a pas de porte, il n'a pas de pare-brise. Il voit le dos du sergent et la culasse massive du canon surplombant sa tête. Le moteur de la MO3 tourne au ralenti. La vibration se transmet à la benne, faisant trembler le réticule de visée. Ils arrivent. La voix de Ryabov se noie dans le bruit du vent, mais Demidov entend. Il n'entend pas avec ses oreilles, il sent la vibration du sol. D'abord le son. Un son aigu, bourdonnant, des moteurs à plat BMW. La ponctualité allemande. La reconnaissance. Ils avancent avec assurance, arrogance, sans s'attendre à de la résistance. Ils savent que les Russes battent en retraite. Ils savent qu'il n'y a pas de chars ici. 3 silhouettes sombres émergent du brouillard. Des motos avec sidecar. Sur chacune, une mitrailleuse MG34. Derrière elles, se dandinant lourdement sur les nids de poules, rampe une ombre anguleuse. Une automitrailleuse SDKFZ 222. 20 mm de blindage frontal. Un canon automatique en tourelle. Les maîtres de la route. Distance 400 mètres. Demidov ne respire plus. Son monde s'est rétréci à la croix du viseur. À cet instant, il n'y a pas de peur, pas de froid, pas de pensée pour la maison. Il n'y a que la vitesse angulaire de la cible et l'anticipation. Plus près, murmure-t-il du bout des lèvres. Plus près, salaud. 300 mètres. Les Allemands remarquent l'étrange camion sans cabine en travers de la route. La silhouette laide sur fond de ciel gris suscite chez eux non pas la peur, mais la curiosité. Le motocycliste de tête lève la main. La colonne ralentit. C'est leur erreur. Une erreur fatale. Ils ont offert à Demidov 2 secondes de statique. Feu! Demidov enfonce les détentes. Ce n'est pas un coup de feu, c'est un tremblement de terre. Le canon d'aviation V8 EGA-23, créé pour arracher les tourelles des chars depuis le ciel, ouvre le feu à bout portant depuis le plancher des vaches. Cadence, 10 coups par seconde. Première rafale, 3 obus. Le camion sursaute. Les roues avant décollent de l'asphalte de 10 cm. Le sandwich en bois de Ryabov gémit, se comprimant jusqu'à la limite de la densité du chêne. Le châssis de la MO3 s'arque. Le métal hurle sous la surcharge. On dirait que la machine va s'éparpiller en boulons. Mais les obus sont déjà partis. Un obus pèse 200 grammes. Il vole à une vitesse de 900 mètres par seconde. L'énergie cinétique à l'impact est telle que la notion de blindage pour une moto cesse d'exister. La première moto ne tombe pas. Elle disparaît simplement. Une seconde auparavant, il y avait des hommes, de la mécanique, de l'essence, du caoutchouc. La seconde suivante, un nuage de feu mêlé de terre et de confettis métalliques. L'obus a frappé le moteur. Le bloc-cylindre s'est transformé en shrapnel qui a fauché l'équipage plus vite que le système nerveux n'a pu transmettre le signal de la douleur au cerveau. « Touché !
hurle Ryabov, agrippé au volant, qui lui tape dans les mains. Demidov déplace le tir. Le canon danse. Le maintenir, c'est comme lutter avec un ours. Le recul frappe les épaules, chassant l'air des poumons. Les douilles, brûlantes, lourdes, volent au fond de la benne, tintant comme des cloches. Deuxième rafale. Encore 3 obus. La deuxième moto tente de virer dans le fossé. Inutile. L'obus entre dans le sol devant la roue avant et détonne. L'onde de choc retourne la lourde machine en l'air comme un jouet d'enfant. L'obus suivant déchire le réservoir d'essence. Une boule de feu enfle instantanément, engloutissant les cris. Reste l'automitrailleuse. La tourelle du véhicule allemand commence à tourner. Le commandant à l'intérieur panique. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas une mitrailleuse. Ce n'est pas un fusil anti-char. C'est le marteau de Thor qui frappe à la fréquence d'une machine à coudre. Demidov voit le long canon du 20 mm allemand les chercher. C'est un duel. À qui tirera le premier? L'Allemand a du blindage. Demidov a du contreplaqué et de la tôle rouillée. Mais Demidov a un calibre de 23 mm. Et il est déjà réglé. « Mange !» grogne le sergent. Longue rafale, 5 obus, 1 demi-seconde de feu. Le camion AMO-3 penche en arrière si fort que le pare-choc arrière racle l'asphalte. Les soudures posées par Ryabov craquent, se couvrant de micro-fissures, mais tiennent. Le crochet du Komsomolets s'est planté dans le châssis d'une prise mortelle. Les obus du VOIA-23 sont des monstres perforants incendiaires. Pour eux, 14 mm de blindage latéral d'une automitrailleuse allemande, c'est du carton. Premier impact, étincelle. L'obus traverse la plaque de blindage inclinée comme une aiguille le tissu. Deuxième impact. Touche le stock de munitions à l'intérieur du véhicule. Troisième impact. Moteur. L'automitrailleuse tressaille, s'arrêtant net. De la fumée s'échappe des fentes de vision. Un instant plus tard, les écoutilles s'ouvrent, mais personne n'en sort. À l'intérieur, un tourbillon de feu fait rage. La détonation de ses propres munitions déchire la coque de l'intérieur. La tourelle est arrachée de son chemin de roulement et projetée sur le bas-côté. Silence. Il tombe instantanément, pesant sur les oreilles comme un coussin de ouate. Un tintement. Un sifflement aigu et perçant résonne dans les oreilles, conséquence du choc acoustique. Tout le combat a duré 16 secondes. Demidov relâche les détentes. Ses doigts sont crispés par une crampe. Il faut les déplier par un effort de volonté. Une fumée bleuâtre s'élève du canon. La chaleur déforme l'air. La peinture sur la culasse a cloqué. Sur la route, à 300 mètres, brûlent 3 brasiers. Une fumée noire et grasse monte vers le ciel, se mêlant au brouillard. Personne n'en a réchappé. Personne n'a même eu le temps de tirer en retour. Vivant? La voix de Ryabov est rauque, étrangère. Demidov regarde en bas, dans la cabine. Le technicien est assis, agrippé au volant, les doigts blanchis. Ses lunettes ont glissé de travers, son visage est couvert de suie. Le châssis. Ryabov ne regarde pas les Allemands qui brûlent. Il regarde le manomètre de pression d'huile et le plancher de la benne. Le châssis est entier, Andreï. Il a joué. Le bois a fonctionné. Demidov essuie la sueur de son front avec sa manche. Son cœur bat quelque part dans sa gorge. Chaque coup résonne dans ses tempes. L'adrénaline reflue et un tremblement froid prend sa place. C'est la descente. La réaction de l'organisme au fait qu'il vient de frôler la mort. Il regarde ses mains. Elles sont sales, huileuses. Elles tremblent. Mais ce sont des mains qui viennent d'anéantir une patrouille avancée de la Wehrmacht en utilisant un canon d'aviation et de la ferraille.
Ce n'est que le début, dit Demidov. Il crache l'amertume qu'il a dans la bouche. Le goût de la poudre est désormais avec lui pour toujours. Ils vont signaler qu'il y a une embuscade ici, et ils enverront quelqu'un de plus sérieux. On s'en va? Ryabov tend déjà la main vers le levier de vitesse. Rechargement, ordonne Demidov en sautant dans la benne. Ses jambes bourdonnent comme s'il avait couru un marathon. Vérifie les fixations. Si les boulons se sont desserrés, la prochaine rafale nous arrachera la tête. Ryabov sort de la cabine. Il fait le tour du camion, inspectant la structure. La fissure sur le longeron droit s'est agrandie, constate-t-il en passant le doigt sur le métal rouillé. Mais la soudure tient. Le crochet du tracteur est en place. On a perdu 2 boulons sur le faux châssis, cisaillés net. On remplace? Pas le temps, et rien pour le faire. On va fixer avec du fil de fer pour que ça ne vibre pas. Demidov ouvre une caisse d'obus. Odeur de bois frais et de graisse. Il prend une nouvelle bande. Un serpent lourd et froid. Il l'insère dans le récepteur. Le claquement du couvercle sonne comme un verdict pour le prochain qui osera apparaître sur cette route. La physique a gagné. Le calcul de Ryabov s'est avéré juste. L'impulsion du recul, répartie à travers la zone tampon et l'attelage rigide, est partie dans le sol et non dans la destruction du véhicule. Mais c'est la limite. Une autre rafale comme celle-là, et la fatigue du métal fera son œuvre. Ils se tiennent au milieu de la route, 2 hommes et leurs créatures hideuses, entourés de matériel ennemi en flammes. La neige tombe sur le canon brûlant et chuinte en s'évaporant. Au loin, derrière la forêt, un grondement enfle à nouveau. Bas, lourd, guttural. Ce ne sont pas des motos. Ce sont des diesels de chars. Le premier round est pour les ingénieurs. Mais la guerre est un tournoi à élimination directe, et les mises viennent d'augmenter. Démarre, l'étudiant. Demidov tape de la paume sur la culasse chauffée. On change de position. Ça va chauffer ici. Ryabov hoche la tête. Dans ses yeux derrière les verres de lunettes, il n'y a plus la peur de l'étudiant de première année. Une lueur froide y est apparue. La lueur d'un homme qui a compris que ses connaissances peuvent tuer. La Mo 3 fait demi-tour en rugissant, écrasant la boue gelée sous ses roues, et part vers la forêt, laissant derrière lui les 16 secondes de son triomphe. 16 secondes qui ont prouvé, même un camion rouillé peut devenir un instrument de vengeance si on y visse assez de colère et un calibre d'aviation. Le vieux moulin se dresse sur la colline comme une dent gâtée. Une hauteur stratégique. De là, on peut tirer sur toute la plaine inondable de la rivière, où les Allemands tentent de lancer des pontons. C'est une position idéale pour une mitrailleuse. Mais pour la tornade des neiges, c'est un stand de tir. 3 heures se sont écoulées depuis le premier combat. Le canon du V8 EGA 23 n'est plus bleu bruni. Il est gris de suie et de surchauffe. La peinture de la culasse s'est écaillée, mettant le métal à nu. En bas, sur la route, c'est l'enfer. Une colonne de ravitaillement de la Wehrmacht est tombée dans le piège. Les camions Opel Blitz, couverts de bâches, brûlent, alignés en une file soignée. Demidov travaille comme un chirurgien, amputant les membres d'un malade gangréné. Une courte rafale, et le camion se transforme en torche. L'obus explosif incendiaire de 23 mm, en frappant la ridelle en bois, ne la perce pas simplement. Il réduit la structure en miettes. La bâche s'enflamme instantanément. Les chauffeurs n'ont pas le temps de sauter. « Plus à gauche! Repère! Le pain sec! Infanterie !» crie Ryabov, couvrant le fracas des tirs. Il joue le rôle d'observateur, penché par ce qui était autrefois l'ouverture de la porte de la cabine. Demidov tourne les volants de pointage. Le mécanisme, lubrifié avec un mélange de graisse et de graphite, fonctionne difficilement.
Ses bras sont tétanisés. Ses épaules le lancent à cause des coups constants du recul qui traverse même le coussin tampon. Mais il ne sent pas la fatigue. Il sent le rythme. Le Via 23 crache la mort par portions. Les traceurs dessinent des lignes dans le crépuscule. Là où ces lignes touchent le sol, des fontaines de boue gelée et de corps humains s'élèvent. L'infanterie allemande s'est couchée dans le fossé. Ils n'ont aucune chance de se relever. La densité de feu du canon d'aviation est telle qu'elle fauche les broussailles avec les casques. C'est le triomphe de la technique sur la chair. L'homme est mou, l'obus est dur. Le résultat est prévisible. Mais toute force a une inertie, et toute position a une date de péremption. Demidov et Ryabov ont commis une erreur typique de débutants, ivres de la puissance de leur arme. Ils sont restés trop longtemps. Ils ont cru à leur invulnérabilité, oubliant qu'ils ne sont pas dans un char KV-1, mais dans un camion rouillé aux parois d'1 millimètre de tôle. Les Allemands sont des professionnels. Ils ont vite compris. On ne peut pas prendre cette tondeuse à gazon de front. Les mitrailleuses se taisent avant d'avoir pu régler leur tir. Il faut donc de la balistique. Le son d'un mortier diffère de celui d'un canon. Le canon aboie, le mortier tousse. Un son sourd, guttural. Toum, toum. Mortier de 81 mm GRW-34. « En l'air !» hurle Demidov. Mais trop tard. Il ne voit pas les mines, il entend le sifflement. Un hurlement désagréable, croissant, qui glace les entrailles. La première mine tombe à 20 mètres. Procourt. L'onde de choc jette des mottes de terre dans la benne. Les éclats claquent sur le châssis comme la grêle sur un toit. « Fonce ! L'étudiant, démarre !» Demidov tape du pied sur la cabine. Ryabov appuie fébrilement sur le démarreur. Le moteur, surchauffé et épuisé par les à-coups, reste silencieux. Le Bendix hurle, tournant dans le vide. « Allez, saloperie !» Ryabov frappe du poing sur le tableau de bord. Le verre du manomètre éclate. L'aiguille tombe à 0. Toum, toum. Tous à nouveau, la batterie allemande. Fourchette. Maintenant, ils ont corrigé le tir. La deuxième mine tombe derrière, fracassant la ridelle arrière. Les éclats déchirent les pneus. Les pneus se dégonflent avec un sifflement de serpent. Le camion s'affaisse sur les jantes. Ce n'est plus un véhicule. C'est une cible, immobile. « On court !» Demidov comprend. C'est la fin. La physique du combat est implacable. Un objet immobile sans blindage, sous un tir de mortier, vit exactement jusqu'à la prochaine salve. Il n'a pas le temps de sauter. La troisième mine tombe pile sur le capot de l'AMO-3. Une explosion de 81 mm, c'est un demi-kilo de TNT coulé. Pour un char, c'est une égratignure. Pour un camion, c'est une condamnation à mort. Le capot disparaît. Le moteur est arraché de ses supports et enfoncé dans l'habitacle. L'éclair aveugle. L'onde de choc frappe Demidov à la poitrine comme un marteau de forge. Il est éjecté de la benne comme une poupée de chiffon. Il vole en arrière, heurte le sol gelé, roule sur lui-même, protégeant instinctivement sa tête avec ses bras. Le monde se transforme en tintement et en feu. Ryabov tombe de la cabine en flammes par la porte manquante. Sa veste fume, ses lunettes sont brisées, son visage est en sang. Les éclats du pare-brise qui n'existaient pas ont été remplacés par des éclats de métal et de plastique. Il rampe dans la boue, brassant la neige avec ses mains, essayant de s'éloigner du véhicule. « Couche-toi !» râle Demidov, enfonçant la tête du technicien dans la boue. Une seconde plus tard, se produit ce que redoutait tout artilleur, la détonation des munitions.
Il restait 200 obus dans la benne de la tornade. Le feu les a atteints. Ce n'est pas une seule explosion. C'est une série de claquements monstrueux se fondant en un rugissement unique. Les obus explosent de manière chaotique, dans toutes les directions. Les traceurs partent en éventail, incendiant l'herbe sèche et les restes du moulin. Le canon d'aviation, arraché de ses fixations, vole en l'air en tournoyant comme une allumette enflammée et tombe à 10 mètres du cratère. Le tube est courbé en arc, la culasse est fondue. Le chef-d'œuvre d'ingénierie de Volkov et Yartsev s'est transformé en ferraille. La MO3 n'existe plus. Il ne reste que la carcasse du châssis, enveloppée de flammes, et 4 roues brûlantes qui roulent dans différentes directions. Demidov lève la tête. Le bourdonnement dans ses oreilles est si fort qu'il n'entend pas sa propre respiration. Il voit Ryabov assis par terre, regardant les débris en feu. Le regard du technicien est vide. Il ne regarde pas le feu. Il regarde mourir son enfant. Leur tornade des neiges a existé 4 heures. Elle a détruit une colonne de camions, 2 automitrailleuses et un peloton d'infanterie. Elle a justifié sa création à 200%. Et elle a brûlé en une seconde, parce que la tôle n'est pas du blindage. Demidov rampe vers Ryabov, l'attrape par le col, le remet sur pied d'un coup sec. « On s'en va !» Le sergent hurle directement dans l'oreille du technicien, mais s'entend à peine lui-même. Ils vont pilonner le carré. Ryabov hoche la tête, avec retard, comme un mannequin. Il boite. Du sang coule sur sa joue, se mêlant à la suie. Ils courent vers la lisière de la forêt. Derrière eux, finit de brûler leur premier espoir. L'air froid brûle les poumons. La course est lourde. Les jambes s'enfoncent dans l'argile détrempée. Est-ce une défaite? Non. C'est une leçon. Une leçon cruelle et sanglante de mécanique appliquée. L'improvisation a une limite de résistance. Le camion est une plateforme de livraison, pas un véhicule de combat. Le verre ne protège pas des éclats. La vitesse de rechargement n'a aucune importance si tu ne peux pas changer de position. Ils tombent dans un ravin, respirant difficilement. De la vapeur sort de leur bouche en nuages blancs. Demidov vérifie sa mitraillette, la culasse est bloquée par la boue. Il jette la ferraille inutile. « Nous sommes vivants !» siffle Ryabov en tâtant ses côtes. « Vivants !» Demidov le regarde. Il n'y a pas de peur dans les yeux du sergent. Il y a de la colère. Une colère froide et calculatrice d'un homme qui a perdu un outil mais n'a pas perdu l'envie de travailler. « Vivant !» confirme-t-il. « Ça veut dire qu'on va en faire une nouvelle. » « Une nouvelle ?» Ryabov essuie son œil valide. « Avec quoi, Andrei ? On n'a rien. »« On trouvera. » Demidov regarde vers l'état-major de la division, où ils doivent maintenant aller faire leur rapport sur la perte du matériel. La guerre n'est pas finie, et il y a beaucoup de ferraille en Russie. Derrière, près du moulin, les mortiers allemands cessent le feu. Ils pensent avoir détruit le problème. Ils se trompent. Ils n'ont détruit que le prototype. Les concepteurs ont survécu. Et maintenant, ils connaissent les points faibles de leur schéma. La prochaine itération sera plus terrible. C'est la loi de l'évolution. Celui qui s'adapte survit. Et la guerre est le catalyseur d'évolution le plus rapide. Demidov se lève. « Lève-toi, l'étudiant. Le major nous attend. » Ils partent dans l'obscurité, laissant derrière eux la carcasse fumante de la MO3, qui est devenue une tombe pour le métal, mais un berceau pour une nouvelle idée. L'idée est simple. S'il n'y a pas de blindage, il faut de la puissance. S'il n'y a pas de protection, il faut encore plus de feu. La puissance de feu absolue comme seul moyen de survie. L'état-major de la division n'est pas un bâtiment, c'est un terrier. Un toit de 3 rondins, recouvert de 2 mètres de terre gelée. On n'entend pas les explosions ici,
mais on entend la terre s'effriter du plafond à chaque coup d'obusier allemand. L'air est vicié, lourd. Ça sent le tabac bon marché. Bellomore Canal, les corps non lavés des officiers d'état-major et la soupe aux choux aigre. Une lampe à pétrole fume, éclairant dans la pénombre des visages gris de manque de sommeil. Le major Krylov se tient au-dessus d'une carte. Ses yeux sont rouges, ses paupières enflammées. Il n'a pas dormi depuis 3 jours. La carte est constellée de flèches bleues. Le bleu attaque, le rouge recule et disparaît. La porte de l'abri s'ouvre en grinçant. Demidov et Ryabov entrent. Ils ressemblent à des revenants. Leurs vestes sont brûlées en de nombreux endroits, leurs visages couverts d'une croûte de suie et de sang. Ryabov n'a plus de lunettes et sont restés là-bas, dans la boue, près du moulin. Il plisse les yeux, essayant de focaliser son regard dans la lumière faible. Demidov tient à peine debout, s'appuyant de l'épaule contre le cadre de la porte. Ses bras pendent comme des cordes, ses muscles tétanisés par l'acide lactique. Ils attendent l'arrestation. Perte de matériel confié, abandon de position. En 41, on fusillait sans procès pour moins que ça. Krylov lève lentement la tête de la carte. Il les regarde longuement, les évaluant. Il n'y a pas de pitié dans son regard. La pitié est un luxe que le major ne peut pas s'offrir. Il ne voit pas des hommes. Il voit une ressource usée, endommagée, mais encore fonctionnelle. Rapportez. La voix de Krylov est sèche, comme le craquement d'une branche qui casse. Installation détruite, camarade major, râle Demidov. Sa gorge est brûlée par les gaz de poudre. Sa voix sonne comme un grincement de métal. Coup direct de mine. Équipage. 2 sorties. Mission accomplie partiellement. Colonne de ravitaillement brûlée. 2 automitrailleuses détruites. Infanterie dispersée. Un silence s'installe dans l'abri. On entend bourdonner une mouche, miraculeusement survécue au froid d'octobre. Le greffier dans le coin arrête de taper sur les touches de la machine. Tout le monde attend le verdict. Krylov s'approche de Demidov, tout près. Le major sent l'eau de Cologne chypre et la vieille sueur. « Tu crois que je vais te fusiller, sergent ?» demande-t-il doucement. « Ce serait trop simple. Tu crèves et les problèmes finissent, alors que mes problèmes ne font que commencer. » Le major se retourne brusquement vers la carte et pointe un doigt sur un point entouré d'un cercle rouge gras. « Nœud de communication, cote 212. Si nous perdons ce nœud, la division deviendra aveugle et sourde. Nous cesserons d'être une armée pour devenir un troupeau. Et les Allemands le savent. » Il marque une pause, laissant les mots pénétrer. La reconnaissance signale un groupe de percés se dirige vers la côte. Pas de l'infanterie en camion. Des canons d'assaut. Des Stug 3. Nous les appelons les léopards. Bas, large, blindage frontal, 50 mm. Ils ont des canons de 75 mm. Ils vont réduire notre défense en crêpe. Nous n'avons là-bas que de l'infanterie avec des grenades et un seul canon de 45, à qui il reste 5 obus. Ryabov fait un pas en avant. L'ingénieur en lui se réveille plus vite que l'instinct de conservation. « 50 mm » demande-t-il. Le 23 mm ne les percera pas de face. L'obus perforant BZ-20 du canon d'aviation perce 25 mm à 500 mètres. Le ricochet sera de 100%. C'est de la physique. Krylov regarde le technicien avec intérêt. « De la physique, tu dis ? Et je me fous de ta physique, lieutenant. J'ai besoin d'arrêter ces boîtes. » Le major retourne à la table, prend une cigarette, écrase le bout. « Vous avez montré que vous savez assembler des monstres à partir de déchets.
Votre avorton a brûlé une colonne en 16 secondes. C'est impressionnant. C'est pourquoi, au lieu du tribunal, vous recevez un nouvel ordre. Demidov ferme les yeux. Il comprend ce qui va se passer. Vous allez fabriquer une autre machine, martèle Krylov. Il y a encore un canon V8 EGA 23 au bataillon de réparation, démonté d'un île abattu. Et il y a un véhicule, pas cet AMO pourri sur lequel vous vous baladiez, un ZIS 5, un 3 tonnes. Le châssis est plus solide, le moteur plus puissant, 73 chevaux. Le délai, demande Demidov en ouvrant les yeux. 24 heures. C'est impossible. Ryabov secoue la tête. Il faut renforcer la suspension, souder une nouvelle tourelle, calculer les angles. C'est du travail pour une semaine d'équipe d'usine. Les hommes tombent de fatigue, camarade major. Nous n'avons pas dormi depuis 2 jours. Nos mains ne tiennent plus les outils. Krylov frappe du poing sur la table. Le porte-verre avec le thé saute, éclaboussant la carte d'un liquide brunâtre. « Impossible, c'est quand tu es mort !» hurle-t-il. Le visage du major s'injecte de sang. « Tant que tu respires, tu travailles. Les Allemands seront au nœud de communication dans 30 heures. Vous en avez 24 pour assembler la machine, et 6 pour vous mettre en position et vous camoufler. Vous dormirez après la guerre, ou dans la tombe. Choisissez. Ce n'est pas une demande. C'est un ultimatum. La logique de la guerre est simple. La ressource humaine est consommée jusqu'à épuisement complet. La fatigue n'est pas une circonstance atténuante. « Il nous faut des hommes », dit fermement Demidov. 2, c'est trop peu. Il faut un soudeur, un vrai, qualifié, et un mécanicien moteur. Il faut réviser le ZIS, sinon il ne tirera pas le poids des munitions et des plaques de blindage. On va accrocher des boucliers. Sans bouclier, je ne retourne pas sous le feu. Prends qui tu veux de la compagnie de réparation, agite la main Krylov. Matériaux, tout ce que vous voulez. Je vous autorise à découper n'importe quel véhicule qui ne roule pas. Si et même ma voiture de service, si ça peut aider. Mais je veux que demain soir, la machine rugisse et tire. Le major s'assoit avec lassitude sur le tabouret. L'accès de colère est passé. Il ne reste que la lourdeur de plomb, de la responsabilité. Et encore, il regarde Demidov de bas en haut. Les léopards, ce ne sont pas des camions. Ils ont des optiques Zeiss. Ils vous verront avant que vous ne les voyiez. Réfléchissez avec votre tête d'ingénieur. On ne peut pas les vaincre par la force. Il faut donc les vaincre par la ruse. Rompez. Demidov et Ryabov sortent de l'abri dans la nuit froide. Les étoiles pendent au-dessus de leur tête, brillantes, indifférentes. Le gel durcit. La boue sous les pieds prend en une croûte glacée, craquant à chaque pas. 24 heures, marmonne Ryabov. Il se frotte les tempes, essayant de relancer son cerveau fatigué. ZIS 5. Son empattement est plus long, c'est un plus. Le centre de masse est plus stable. Mais les ressorts sont quand même faibles. Il faudra ajouter des lames. Demidov se tait. Il ne pense pas aux ressorts. Il pense à l'équipage des canons automoteurs allemands. Ce sont des as. Des gens qui ont fait la Pologne et la France. Ils savent tuer. Andreï, tu as entendu ? Ryabov le tire par la manche. 50 mm de face. On ne les percera pas. C'est un suicide. Le major nous a envoyés à l'abattoir. On ne percera pas de face, convient Demidov. Il s'arrête, allume une cigarette prise à l'ennemi, ses mains tremblent, l'allumette casse. Donc, on ne frappera pas de face. Et où ? Tout blindage a des trous, les chenilles, l'optique, les flancs, le dessous. Demidov
souffle un jet de fumée dans l'air glacial. On ne va pas faire juste un canon sur roue, l'étudiant. On va faire un point de feu mobile. Le ZIS permet de prendre plus de charge. On va barder la cabine de métal. On mettra un bouclier sur le canon. On prendra 500 obus. 500 ? Ryabov est horrifié. C'est plus de 100 kilos rien que de munitions. Plus les caisses, plus l'équipage. 500, répète durement Demidov. La dernière fois, on a manqué de puissance de feu pour supprimer les mortiers. On ne fera plus cette erreur. On va les inonder de feu, à tel point qu'ils ne pourront pas lever la tête. Ils approchent de la zone de réparation. Là, dans l'obscurité, se dressent les carcasses des véhicules. Un cimetière de technique. Mais pour eux, c'est maintenant un entrepôt de pièces détachées. Devant eux, une nuit d'enfer. De nouveau la soudure, de nouveau l'odeur du métal brûlé, de nouveau la lutte avec la résistance des matériaux. Mais maintenant, les enjeux sont plus élevés. Ce ne sont pas juste leurs vies qui sont sur la table, mais les yeux et les oreilles de toute une division. Ryabov s'arrête soudain. « Écoute, Andrei, Krylov a raison. Sur quoi? Nous sommes déjà des morts. Statistiquement, nous aurions dû périr là-bas, au carrefour. Nous vivons à crédit. » Demidov a un petit rire, un sourire effrayant sur un visage noir. « Alors nous n'avons rien à perdre. Et les morts, l'étudiant, sont les soldats les plus dangereux. Ils n'ont pas peur de mourir une deuxième fois. » Il jette son mégot dans la neige. Le point rouge s'éteint avec un petit sifflement. Au travail. La course recommence. Deuxième tour. Sauf que maintenant, l'adversaire n'est pas le chaos et des motos, mais l'école d'ingénieurs allemande et l'optique Zeiss. Et pour les vaincre, l'ingéniosité soviétique doit se surpasser, dépasser les lois de la physique. Minuit et quart. La température de l'air dans le hangar descend à -10. La respiration se transforme en vapeur qui se dépose aussitôt en givre sur les cils. Le ZIS-5 se dresse au centre du box, comme un animal sacrificiel sur l'autel de la guerre industrielle. Ce n'est plus le frêle AMO-3, c'est Zakhar. Le cheval de trait de l'armée rouge. 73 chevaux, empattement long, roues jumelées à l'arrière. Mais même lui semble pitoyable face à la tâche qu'on lui confie. Demidov traîne une plaque d'acier sur le sol en béton. C'est le flanc d'un camion-citerne brûlé. Métal de 8 mm d'épaisseur. Ce n'est pas de l'acier blindé, c'est du fer de construction ordinaire. Mais il est capable d'arrêter un éclat de mine ou une balle en fin de course. « Soude ici !» Demidov frappe du poing sur l'ouverture de la porte. « Ferme tout. Laisse une fente pour la vue. 5 cm, pas plus. » Ryabov change d'électrode. Ses mains dans des moufles en bâche rappellent des pinces de crabe, raides, figées. Il ne sent pas ses doigts. Il travaille à la mémoire musculaire. L'éclair de l'arc aveugle un instant, arrachant à l'obscurité des visages épuisés. La leçon est apprise. Le verre tue. Une cabine ouverte est une invitation pour le shrapnel. Maintenant, ils ne construisent pas un cabriolet, mais une capsule. Une boîte en acier LED, étroite, mais protégée. Les ressorts ne tiendront pas. La voix de Ryabov est sourde. Il parle à travers le masque. On accroche 200 kilos de ferraille sur le museau. Plus le canon à l'arrière. Plus les munitions. Le châssis va casser en deux au premier nid de poule. Il ne cassera pas. Demidov glisse un cric sous le pont arrière. On va ajouter des lames. Dans le coin du box gisent des ressorts de camionnettes détruites. Ils assemblent un paquet. Le renforcement de la suspension n'est pas du tuning. C'est une nécessité de survie. Chaque plaque de métal supplémentaire est une chance d'amener la charge à la position. Et la charge, c'est la mort. 500 obus.
Demidov regarde la montagne de caisses. 500 coups. 125 kilos de haine pure. La dernière fois, ils ont manqué de munitions au plus fort du combat. Cette fois, ils peuvent tirer en continu pendant presque une minute. Pour le canon d'aviation V8A23, c'est une éternité. Le tube va chauffer au rouge, les rayures vont flotter, mais ces 500 obus transformeront n'importe quel carré de terrain en paysage lunaire. « Passe la clé de 32 !» crie le mécanicien de la compagnie de réparation qu'on leur a donné en aide. Il est couché sous le moteur, dans une flaque d'huile glacée. Il révise le cœur de la machine. Le carburateur est nettoyé jusqu'à briller. L'allumage est réglé avec une précision d'orfèvre. En hiver, dans le gel, le moteur doit démarrer par la seule pensée. S'ils calent au combat, ils sont des cadavres. 3 heures du matin, l'heure la plus sombre. L'organisme réclame du sommeil. La conscience commence à flotter. Ryabov se surprend à regarder le cordon de soudure et à y voir les motifs du tapis de son appartement de Leningrad. « Ne dors pas !» Demidov le frappe à l'épaule. Le coup est lourd, brutal. « Si tu t'endors, tu vas te souder la main à la carrosserie. » Ryabov secoue la tête. La douleur dégrise. Il prend la meuleuse. Le hurlement de la pierre sur le métal scie le cerveau. Les étincelles tombent dans le col, brûlant le cou. C'est bien. La douleur empêche de décrocher. Maintenant, la tourelle. Le vieil affût est détruit. Ils en font un nouveau, plus bas, plus massif. Le centre de gravité descend. Maintenant, le canon ne dépasse plus de la cabine comme une girafe. Il est assis dans la benne, serré contre le châssis. Le tube passe par une découpe spéciale dans le bouclier blindé qui ferme la paroi arrière de la cabine. Ce n'est plus de l'improvisation sur le genou, c'est de l'évolution. La sélection naturelle des solutions techniques. Tout le superflu est coupé, tout le faible est renforcé. Il ne reste que la fonction, tuer. Le V8 EGA 23 prend sa place avec un lourd cliquetis. Il a l'air ici d'une reine sur un trône de déchets. Autour de lui, sur les bords de la benne, on soude des plaques d'acier. Cela forme une casemate, ouverte au-dessus, mais protégée sur les côtés. « Secteur des tirs ?» demande Demidov en vérifiant le mécanisme de rotation. « 270 degrés », répond Ryabov en graissant les engrenages avec un mélange de kérosène et d'huile pour que ça ne fige pas dans le froid. « On ne peut pas tirer vers l'avant, tu emporterais la cabine. Seulement sur les côtés et l'arrière. Ça suffit, on n'attaquera pas de face. On va mordre et courir. » 5 heures du matin. Le travail est terminé. Dans le hangar, c'est le calme. On entend seulement le métal refroidir, craquant sous la tension interne. Les hommes sont assis par terre, adossés aux roues. Ils n'ont même plus la force de fumer. Les mains sont noires, les visages ressemblent à des masques mortuaires. Demidov regarde leur création. Si la première machine était une étagère, celle-ci est un monstre. Frankenstein, cousu de morceaux de chair différentes. La cabine du ZIS-5 est bardée de plaques de fer rouillées sur lesquelles on voit les traces de rivets et de vieilles peintures. À la place de la benne, une boîte blindée d'où sort le tube prédateur avec son frein de bouche massif. Les roues arrière se sont affaissées sous le poids monstrueux, malgré les ressorts renforcés. La machine écrase le béton de sa masse. Elle rayonne la menace. Ce n'est pas un engin pour la parade, c'est un engin pour l'apocalypse. « Tornade des neiges 2 !» dit doucement Ryabov. Sa voix grince. On dirait qu'il a déjà brûlé et qu'il est revenu de l'enfer. L'important, c'est comment il tire. Demidov se lève. Ses genoux craquent. Chaque mouvement demande un effort. « Démarre,
Faut vérifier la marche. Le mécanicien tourne la manivelle. 1, 2, 3. Le moteur du ZIS-5 se réveille. Le son est différent. Pas le hurlement poussif de l'AMO usé, mais une basse grave, assurée. Le pot d'échappement crache un nuage de fumée noire. La machine vibre, mais ce n'est pas un tremblement de peur. C'est un tremblement de force. Le lourd blindage d'acier absorbe les petites vibrations. Demidov saute dans la casemate blindée. C'est étroit ici. Les caisses d'obus occupent tout l'espace libre. Sous les pieds, un collecteur de douilles soudé à partir d'un fût. Désormais, les douilles brûlantes ne rouleront plus sous les pieds, brûlant les bottes. On bouge! Les portes du hangar s'ouvrent. Le matin est gris, brumeux. Moins 12 degrés. Le ZIS-5 roule lentement vers la lumière. Les chenilles des chars allemands claquent quelque part là-bas, devant, s'approchant de la côte 212. Mais maintenant, l'armée rouge a un argument. Le véhicule avance lourdement. On sent chaque tonne de poids. L'inertie est colossale. Accélération lente, freinage long. Ce n'est plus un petit camion agile. C'est une canonnière terrestre. Ryabov est au volant. Il regarde par l'étroite fente de vision. Le monde extérieur est découpé en bandes, mais il se sent plus calme. Le fer autour donne une illusion de sécurité. « Comment ça va ?» crie Demidov depuis la benne à travers le tuyau acoustique. Encore une innovation, un tuyau de masque à gaz tiré de la cabine à la casemate. « Lourd ! Impossible de tourner le volant !» répond Ryabov. « Mais ça tient la route comme un fer à repasser !» Ils s'engagent sur la route. 30 km jusqu'à la ligne de front. Ils ont le temps de s'habituer à la nouvelle physique de la machine. S'habituer aux faits qui sont maintenant la cible numéro 1. Demidov caresse la culasse froide du canon. 500 obus. 500 chances de changer le cours de l'histoire sur un secteur précis du front. Le froid pénètre jusqu'aux os, mais à l'intérieur brûle un feu mauvais. Ils ont fait l'impossible. Ils ont assemblé la machine du jugement dernier en 24 heures. Reste maintenant le plus simple et le plus terrible. L'utiliser selon sa destination. La rencontre avec les léopards est inévitable. Et ce ne sera pas un tir au pigeon comme avec les motos. Ce sera un duel entre le marteau et l'enclume. Où l'enclume est le blindage frontal allemand et le marteau, la rage technique soviétique emballée dans un calibre de 23 mm. Côte 212. Une bosse grise et gelée sur la carte, pour laquelle le commandement est prêt à sacrifier un bataillon. Il n'y a pas de tranchée complète ici. Seulement des trous creusés à la hâte dans le sol gelé, dans lesquels l'infanterie se presse contre la terre, priant pour que ce jour finisse. Mais le jour ne fait que commencer. Et il apporte un son. Un claquement lourd et rythmique de métal sur métal. Le grincement des chenilles. Du brouillard matinal, il rampe. 3 silhouettes basses, trapues. Ils n'ont pas de tourelle. Les canons sortent directement des plaques frontales, comme des dards d'insectes. Canon d'assaut Stug 3. Dans les rapports, on les appelle léopards. Ce ne sont pas des chars, c'est de l'artillerie autopropulsée créée pour soutenir l'infanterie. Le profil bas en fait une cible difficile. Blindage frontal, 50 mm d'acier cimenté Krupp. L'angle d'inclinaison augmente l'épaisseur effective à des valeurs qui rendent le 23 mm ridicule. Demidov regarde par la fente du bouclier. Ses mains reposent sur les volants de pointage. Sa respiration s'arrête. Il voit l'ennemi. Distance 600 mètres. Perforant, se commande-t-il à lui-même, bien que la bande soit déjà chargée. Ryabov, dans la cabine, voit les léopards par l'étroite fente de vision.
Son cœur rate un battement. Il connaît les chiffres. Il est ingénieur. L'obus perforant incendiaire du canon V8 EGA 23, à cette distance, ne prendra pas 50 mm. Il va juste s'écraser sur le blindage, laissant une tache noire de suie. Ricochet. La physique est implacable. L'obus est plus léger et plus mou que cette plaque d'acier. S'ils acceptent le combat de face, ils sont morts. Les Allemands ont des canons à canon court de 75 mm. Un obus explosif de ce calibre transformera leur ZIS-5 bardé de fer en fosse commune avec tout leur blindage de fûts et de ferraille. « Ne tire pas !» hurle Ryabov dans le tuyau acoustique. « On ne percera pas de face !»« Je sais !» La voix de Demidov sonne calme, effrayante. On attend. Les léopards rampent avec assurance. Ils ne voient devant eux que de l'infanterie. Ils ne savent pas que dans les buissons de noisetiers, couverts par un filet de camouflage, se trouve un camion avec un canon d'aviation. 500 mètres. 400. Les Allemands se déploient en ordre de combat, en éventail. Ils ouvrent le feu avec les mitrailleuses, peignant les buissons. Les traceurs claquent sur les branches, les coupant comme un rasoir. Une balle frappe le flanc soudé du ZIS. Un coup sec, sonore. Le métal tient. 8 mm en suffit. « Andriuka !» crie Ryabov. « Ils vont nous repérer !»« Les chenilles !» murmure Demidov. « J'ai besoin de leurs chenilles. » La vulnérabilité de tout blindé est le train de roulement. Les patins, les axes reliant les maillons, la roue motrice, le barbotin. Si on casse la chenille, 30 tonnes d'acier allemand commenceront à tourner sur place. L'inertie fera pivoter la machine, exposant le flanc. Et le flanc du Stug, c'est 30 mm. Plaque verticale, sans inclinaison. C'est déjà notre nourriture. « Démarre !» ordonne Demidov. « Plat gaz, en interception !» C'est un suicide. Surgir en camion contre 3 canons automoteurs. Mais c'est la seule chance. Une cible statique mourra. Une cible mobile a une chance de survivre grâce à la vitesse angulaire de pointage des canons allemands. Le Stug n'a pas de tourelle. Pour tirer sur le côté, il doit tourner tout le châssis. C'est long. Des secondes. Alors que le ZIS-5, lancé à 40 km à l'heure, traversera ce secteur plus vite. Le moteur rugit. Le camion, brisant les buissons, bondit dans le champ. La boue gicle sous les roues. La lourde machine penche, les caisses d'obus tonnent. Les Allemands les remarquent. Le léopard de tête commence à tourner son châssis. Le tube de son canon cherche l'audacieuse cible. « Plus à gauche, appuie sur le champignon, Ryabov !» hurle Demidov, tournant le volant de pointage horizontal. La tourelle tourne difficilement. La graisse a épaissi, mais l'adrénaline donne au bras la force de l'hydraulique. Distance, 200 mètres. Demidov capture dans le viseur la roue motrice de l'automoteur avant. La couronne dentée qui tire la chenille. Feu. Pratatata. Le canon d'aviation aboie, crachant une rafale de 5 obus. Le recul frappe le châssis du camion, le ZIS tressaille, déviant de sa course, mais les obus sont déjà en route. Impact. Éclair sur le train de roulement de l'Allemand. Un obus brise la roue folle. Le deuxième déchire un patin. La bande de chenilles, tendue comme une corde, éclate avec un son monstrueux. Le lourd serpent d'acier saute des galets, fouettant le garde-boue. La physique de l'inertie agit instantanément. La chenille gauche se bloque, la droite continue de tracter. Le Stug fait une embardée brutale vers la gauche. Il pivote de flanc face au camion qui arrive. Le voilà, le flanc, gris, plat.
vulnérable. Derrière lui, les munitions et l'équipage. « Mange, ordure !» Demidov enfonce la détente à fond. Maintenant, la distance est de 100 mètres, à bout portant. Les obus perforants incendiaires traversent le blindage latéral de 30 mm comme une perforatrice le papier. Étincelle, fontaine de feu. À l'intérieur de la machine allemande, commence l'enfer. Les obus ricochaient sur les parois du compartiment de combat, transformant l'intérieur de l'automoteur en hachoir. Les écoutilles s'ouvrent, une épaisse fumée noire s'en échappe. Le premier est fini. Mais ils sont 3. Le deuxième Léopard a presque fini de tourner son châssis. Son canon regarde droit dans la cabine du ZIS. Ryabov voit la pupille noire de la mort. « Manœuvre !» Demidov tape du pied sur le plancher. « Sors de la ligne !» Ryabov tourne le lourd volant dépourvu de direction assistée. Le ZIS part en dérapage. Les roues arrière glissent sur l'herbe gelée. Le véhicule part en travers, mais c'est précisément ce qui les sauve. Coup de canon allemand. L'obus passe à 1 mètre de la cabine, les arrosant de chaleur et d'ondes de choc. S'ils avaient roulé tout droit, ils ne seraient plus là. Maintenant, duel de vitesse. Qui sera le plus rapide? La rotation du châssis allemand ou le rechargement et la visée de Demidov? « Sur l'optique !» commande le sergent. Il comprend. Percer la face du second, il n'aura pas le temps. L'angle est trop aigu. Mais si on prive l'ennemi de la vue... Le VOIA-23 vomit une nouvelle portion de métal. Demidov frappe un éventail sur la casemate, sur les instruments de vision, sur le panorama du viseur. Les obus explosifs incendiaires éclatent sur le blindage frontal. Ils ne le percent pas, mais ils balayent tout l'équipement extérieur. L'optique vole en poussière de verre. Les épiscopes sont explosés. Le tourello du chef de char reçoit un coup direct et se déforme, bloquant l'écoutille. L'Allemand devient aveugle. La machine a un soubresaut, s'arrête, puis commence à reculer, à l'aveugle, écrasant sa propre moto. L'équipage est en panique. Ils entendent les coups sur le blindage. Ils ne voient rien. Ils sont contusionnés par le fracas des explosions juste devant leur visage. Le 3e Stougé n'engage pas le combat. Voyant la mort d'un camarade et la fuite du second, le commandant du 3e véhicule décide de se replier. Il enclenche la marche arrière et, tirant des fumigènes, rampe dans le brouillard. Le ZIS-5 s'arrête. Le moteur bout. De la vapeur s'échappe du capot. Le radiateur est percé par un éclat perdu. Les garnitures de frein fument. Dans la cabine, le silence. Juste la respiration lourde et rauque de 2 hommes. Ryabov pose sa tête sur le volant. Ses mains tremblent tellement qu'il ne peut pas desserrer les doigts. Ses lunettes sont embuées. Demidov, dans la benne, s'assoit sur une caisse vide. Le canon est cramoisi. Une chaleur s'en dégage comme d'un poêle. Les douilles tapissent le sol en un tapis continu jusqu'aux chevilles. Le bourdonnement dans les oreilles couvre tous les sons du monde. « On l'a fait », murmure Demidov. Il n'y croit pas. 3 canons d'assaut. L'élite des troupes blindées. Et un camion assemblé de ferraille en 24 heures. Ce n'était pas une victoire du blindage, c'était une victoire de la tactique et du cynisme technique. Le camion lourd s'est avéré plus maniable que l'automoteur à chenilles sur un sol visqueux. La cadence de tir du canon d'aviation a permis de trouver la faille plus vite que l'Allemand n'a pu produire un seul tir précis. Demidov s'essuie le visage. Du sang reste sur son gant. Il saigne du nez. Des vaisseaux ont éclaté à cause de la différence de pression lors des tirs. « L'étudiant !» crie-t-il dans le tuyau. « Tu vas comment ?»« Vivant.
La voix de Ryabov est faible. Le radiateur fuit, Andreï. On n'ira pas loin. On s'en fout, Demidov sourit de ses lèvres gercées. L'important, c'est qu'ils ne sont pas passés. La côte est à nous. Il regarde la carcasse fumante du premier léopard. L'obus perforant de calibre 23 mm a trouvé sa cible. Théorie des probabilités et loi des grands nombres. Si on tire assez de métal dans la bonne direction, même le blindage le plus solide montrera une faiblesse. Mais c'était le pic, la limite des possibilités. La machine est au bord de la désintégration. Les hommes au bord de la dépression nerveuse. Le ZIS-5 a tenu le combat, mais il se meurt. Le châssis est tordu en vrille par les surcharges des virages. Les ressorts ont cassé. C'était l'horreur de gloire. Danser avec la mort, 2 fois sur la même musique, ne marchera pas. Du côté de nos positions, courent des fantassins. Ils agitent les bras, crient « Hurrah !» Ils ont vu ce combat. Pour eux, c'est un miracle, un exploit. Pour Demidov et Ryabov, c'était un travail lourd, sale, mortellement dangereux. Un travail de livraison d'énergie cinétique dans les nœuds vulnérables de la technique ennemie. Sans héroïsme, juste le calcul, la réaction et l'acier froid. Et maintenant, quand l'adrénaline s'en va, vient le vide et la compréhension. La guerre ne pardonne pas la chance. Elle exige un paiement. Et la facture de ce combat, ils devront encore la payer. Si ce n'est pas avec du sang, ce sera avec des nerfs. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Dans des bureaux où sont assis des gens qui n'ont jamais entendu le grincement d'une chenille qui se déchire. L'état-major de l'armée se trouve à 20 km de la ligne de front. Ici, on n'entend pas les explosions, mais on entend le cliquetis des machines à écrire Underwood. C'est un autre front, de papier. Et ici, il y a ses propres lois balistiques. Le major Krylov tient une feuille de papier. C'est la réponse à son rapport numéro 412/7. Un rapport dans lequel il décrivait en détail, avec schéma et résultats de l'usage au combat, la construction de la tornade des neiges. Il ne demandait pas de médaille. Il demandait l'autorisation pour la conversion en série de camions ZIS-5 en porteurs de canons d'aviation par les ateliers de campagne. La réponse est venue du département technique de l'état-major du front. Vite, trop vite. Krylov relit le texte, des phrases sèches, administratives. L'encre est violette, le tampon refusé est posé de travers, barrant l'espoir. La construction est jugée techniquement irrecevable et dangereuse pour l'exploitation. Dans l'abri sont assis Demidov et Ryabov. Ils se sont lavés, mais la suie incrustée dans la peau résiste même aux savants de Marseille. Ils ont l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ryabov plisse les yeux. On ne lui a pas encore donné de nouvelles lunettes. Demidov fume, fixant un point. « Prenez connaissance !» Krylov pousse la feuille sur la table brute vers eux. Ryabov prend le papier. Il lit à voix haute. Sa voix tremble d'une rancœur qu'il ne peut cacher. Point 1. L'installation d'armement d'aviation sur un châssis non spécialisé entraîne une usure critique du train de roulement. La ressource du moteur diminue de 80%. Le châssis subit des déformations incompatibles avec une exploitation ultérieure. Il lève les yeux vers le major. « Major, quelle foutue exploitation. La machine vit 3 jours au combat. On a brûlé 3 automoteurs. On a rentabilisé ce ZIS 10 fois. » Lis la suite, lieutenant. La voix de Krylov est égale. Morte. Point 2. L'absence de blindage de la cabine et du réservoir crée un risque inacceptable pour l'équipage et les munitions. Le blindage artisanal ne correspond pas aux standards de résistance aux balles.
Ryabov jette la feuille sur la table. Ne correspond pas. Et les chars allemands savent qu'on ne correspond pas aux standards. On a survécu. On a détruit l'élite de la Wehrmacht sur une machine assemblée avec des ordures. Demidov prend la feuille en silence. Il lit pour lui-même. Point 3. La haute concentration de gaz de poudre dans la zone de travail du tireur dépasse les normes sanitaires de 12 fois. Possibles intoxications aux oxydes d'azote. Normes sanitaires. En octobre 1941, le sergent a un petit rire. Un rire amer, méchant, d'un homme qui connaît le prix de la vie et de la mort. « Ils ont raison, l'étudiant », dit doucement Demidov. « Raison ?» Ryabov suffoque d'indignation. « Andreï, qu'est-ce qui te prend? On a fait une découverte. On a trouvé le moyen de donner à l'infanterie de l'artillerie mobile. Et ils écrivent sur les normes sanitaires. » Ils écrivent sur l'industrie. Demidov pose le papier sur la table. « Écoute-moi. Toi et moi avons fait une chose unique. Une pièce unique. Elle demande un travail d'orfèvre du soudeur. Elle demande des as comme équipage. Si demain, on donne l'ordre à toutes les compagnies de réparation de faire de tels tachanka, ils vont gâcher des centaines de camions et de canons. Ils le feront de travers. Ils brûleront les moteurs. Ils tueront des gens. C'est la logique cruelle de la guerre. La guerre, c'est de la statistique. Le système ne peut pas compter sur l'héroïsme des solitaires et les bricolages de garage. Le système a besoin du char T-34, standard, identique, que peut conduire un tracteur-site d'hier et réparer un écolier d'hier. La tornade des neiges est une anomalie, un éclat brillant. Mais les anomalies ne gagnent pas les guerres. Les guerres sont gagnées par la chaîne de montage. Krylov ouvre le tiroir du bureau. Il sort 2 petites boîtes rouges. « Debout !» Demidov et Ryabov se redressent. Les dos craquent. L'habitude du garde à vous est plus forte que la fatigue. Par ordre du front, pour le courage et l'ingéniosité manifestés dans les combats pour la cote 212, le major n'aime pas le pathos. Il parle vite, bâclant la partie officielle. Il ouvre les boîtes. Dans la lumière terne de la lampe à pétrole, brille l'émail rubis. Ordre de l'étoile rouge, argent, lourde. Krylov visse la décoration sur la vareuse de Demidov. Puis sur la veste matelassée de Ryabov. Les mains du major sentent le tabac et l'huile d'armes. « Je sers l'Union soviétique », râle Demidov. « Je sers... » Ryabov interrompt. Il regarde la décoration. C'est une haute récompense, très haute. Mais il a les larmes aux yeux. Pas de joie, d'impuissance. Et maintenant, écoutez l'ordre. Le ton de Krylov change. Il devient dur, autoritaire. Le projet est clos. Démonter le canon et le rendre au dépôt d'armement d'aviation. Envoyer le ZIS-5 à l'arrière pour une révision générale. « Camarade major », commence Ryabov. « Rompez !» aboie Krylov. Cela ne se discute pas. La résolution d'en haut est définitive. Production irrationnelle. Ryabov baisse la tête. Pour lui, c'est la tragédie du constructeur. Il a créé un instrument de victoire, et on l'oblige à le démonter de ses propres mains. Transformer le chef-d'œuvre à nouveau en un tas de pièces détachées. Demidov pose la main sur l'épaule du technicien. La paume lourde pèse, ramène à terre. « Allons-y, lieutenant. Un ordre est un ordre. » Ils sortent de l'abri. Le vent jette au visage de la neige granuleuse et piquante. L'hiver prend ses droits. Quelque part au loin, à l'ouest, le ciel s'illumine d'éclairs. Le front ne reste pas sur place. Il marche vers le parc de stationnement. Le ZIS-5 est là, sombre, refroidi. Il ressemble à une bête blessée qui sait qu'on l'emmène à l'abattoir.
Les plaques de blindage sont hachées par les éclats. La peinture sur la tourelle a brûlé. « Nous avons sauvé le nœud de communication », dit Ryabov dans le vide. « Nous avons arrêté 3 canons d'assaut. Et on nous dit que c'est irrationnel. »« Nous avons gagné du temps », répond Demidov. Il passe la main sur le flanc froid du véhicule. C'est le plus important. Et la ferraille, on en fabriquera de la nouvelle. On n'en fabriquera pas de comme ça. Le technicien secoue la tête obstinément. C'était une répartition de masse idéale. Je le sentais, Andrei. Comment elle entrait dans le virage, comment elle tenait le recul. C'était une symbiose. Demidov sort une clé plate de sa poche. « Démonte, l'étudiant. » Il commence le démontage. Cela ressemble à un enterrement. Dévisser des écrous que tu as toi-même serrés, en mettant dans chaque mouvement un espoir de vie, ça fait mal. Ils enlèvent les plaques de blindage. Elles tombent sur la terre gelée avec un bruit sourd. Le camion se déshabille, perdant son aspect redoutable, redevenant une banale épave de l'arrière. Ils enlèvent le canon. Le VUIA-23 redevient simplement un lourd morceau de métal, inutile sans aile ou affût. Demidov le couche avec précaution dans la caisse. Il caresse le tube en guise d'adieu. Ce tube lui a sauvé la vie. Paradoxe de la guerre. Tu peux accomplir un miracle, mais si le miracle ne rentre pas dans le paragraphe du règlement, il est sujet à destruction. La machine bureaucratique est plus effrayante que l'allemande. L'allemande, on peut la détruire. La bureaucratique, non. Au matin, il ne reste rien de la tornade des neiges. Juste un ZIS ordinaire et des caisses d'armes. Ryabov est assis sur une roue, tournant un boulon dans ses mains. Un boulon rouillé ordinaire qui tenait la tourelle. « Tu sais, Andrei, dit-il doucement, peut-être qu'ils ont raison pour les normes et les règles. Mais si nous avions respecté les règles là-bas, sur l'aérodrome, ça ferait déjà 1 semaine qu'on pourrirait dans un fossé. Les règles sont écrites pour ceux qui veulent vivre longtemps, Demidov crache. Et nous, on voulait survivre tout de suite. Ce sont des choses différentes. » Il regarde sa nouvelle médaille. L'émail rouge sur le fond de la vareuse sale semble étranger, trop brillant, festif. Porte-la, l'étudiant. C'est pour avoir supplié la résistance des matériaux en 4. Un messager de l'état-major s'approche d'eux. « Sergent-chef Demidov, technicien-lieutenant Ryabov. Un véhicule part pour la gare dans 1 heure. Vous êtes muté. »« Où ?» demande indifféremment Demidov. « Dans une brigade blindée, en formation près de Moscou. On a besoin de cadres expérimentés. » Demidov et Ryabov échangent un regard. Brigade blindée. Ça veut dire du vrai blindage, de vrais canons, d'usines, fiables, ennuyeux. Là-bas, il ne faudra pas souder des profilés de ferraille. Là-bas, il ne faudra pas inventer comment ne pas s'empoisonner avec les gaz. Là-bas, tout sera selon l'instruction. On y va, Demidov jette son baluchon sur l'épaule. Ils partent sans se retourner. L'histoire de la tornade des neiges est terminée. Elle ne restera que dans un dossier secret de l'état-major, sous la mention « aux archives » et dans leur mémoire. La mémoire de comment 2 hommes et un canon d'aviation sur un camion rouillé sont devenus, pour quelques jours, plus effrayants qu'une compagnie de chars entière. La bureaucratie a vaincu la construction, mais elle n'a pas pu annuler le résultat. La cote 212 est restée à nous, et c'est le seul fait qui compte. 12 avril 1961. Ce jour-là, le monde entier regarde le ciel. De tous les haut-parleurs du pays jaillit la voix triomphante de Lévitan. L'homme est dans l'espace. Gagarine. La gravité est vaincue, la technique a atteint la perfection, et maintenant le métal sert à porter la vie vers les étoiles, et non la mort dans le tchernosium. Dans les rues de Moscou, c'est la fête. Les gens s'embrassent,
pleure de bonheur. Mais dans la salle du fond du musée des forces armées, c'est le calme. Les cris de la foule ne parviennent pas jusqu'ici. Ici, ça sent la cire à parquet, le vieux papier et la poussière qui se dépose sur les étendards. Ici, le temps s'est figé en 45. Près d'une vitrine en verre dans le coin de la salle se tiennent deux hommes. L'un est lourd, massif, avec une brosse de cheveux gris et dure. Il s'appuie sur une canne au pommeau d'ivoire. Sa jambe gauche ne plie pas, souvenir de l'arc de Koursk, où un éclat de Ferdinand a trouvé son char. Sur le revers de son veston civil ample, des barrettes de décoration, parmi lesquelles brille faiblement l'émail usé de l'ordre de l'Étoile rouge. C'est Andreï Demidov. Il a 45 ans, mais il en paraît 60. Le second est maigre, voûté, avec des lunettes à monture d'écaille aux verres épais. Son visage d'intellectuel est sillonné de rides précoces. Son front haut trahit un homme de travail intellectuel. C'est le professeur de la chaire de résistance des matériaux de l'Institut polytechnique de Leningrad, Nikolai Ryabov. Ses mains, posées sur le verre de la vitrine, sont calmes. Mais si l'on regarde de plus près, sur les phalanges des doigts, sont visibles des cicatrices blanchâtres de brûlures d'arc électrique. Il ne regarde pas les étendards. Il regarde une petite photographie granuleuse en noir et blanc, punaisée sur le fond de velours du présentoir. La légende sous la photo dit « Échantillon de créativité technique populaire pendant la défense de Moscou. Point de feu artisanal sur châssis de camion. » Sur la photo, c'est elle, la tornade des neiges. Le photographe l'a prise de profil, probablement le matin de ce même jour où est arrivé l'ordre de dissolution. La machine a l'air effrayante, même 20 ans plus tard. Les formes brutes, hachées des plaques de blindage. Les soudures, ressemblant aux cicatrices de Frankenstein. Et le long canon prédateur du V8 EGA 23, pointant hors de la casemate comme le doigt du destin. « Regarde, Andreï », dit doucement Ryabov. Sa voix se répercute en écho sur les hauts plafonds. Le bouclier droit est soudé de travers. Je me dépêchais alors. Mes yeux pleuraient à cause de la fumée. J'ai faussé l'horizon de 5 degrés. Mais il a tenu. Demidov sourit du coin des lèvres. Dans ce sourire, pas de gaieté, seulement la chaleur de la reconnaissance. Tu te souviens de cet éclat de mine? Sans ce bouclier tordu, je ne serais pas là aujourd'hui. Un groupe d'écoliers passe. La guide, une jeune fille avec une baguette, raconte d'un ton monotone le génie stratégique du commandement, l'évacuation planifiée de l'industrie, comment les usines soviétiques, dans un élan unique, forgeaient les armes de la victoire. Elle parle de milliers de chars, de chaînes de montage, de standards. Demidov et Ryabov échangent un regard. Ils connaissent une autre vérité. La vérité est que la guerre, ce n'est pas seulement la chaîne de montage. Ce sont les moments où la chaîne s'arrête. Quand il n'y a pas de char, quand il n'y a pas de liaison, quand il n'y a qu'un hangar sale et huileux, deux hommes et un tas de ferraille dont il faut assembler le salut. La guide ne racontera pas aux enfants l'odeur du caoutchouc brûlé d'un camion quand tu tires depuis celui-ci des obus d'aviation. Elle ne racontera pas comment tremblent les mains quand tu essaies de toucher la roue motrice d'un automoteur, sachant que tu n'as qu'une tentative. Elle parle d'héroïsme, mais eux savent. L'héroïsme est juste un bel emballage pour la folie du désespoir et le calcul d'ingénierie précis. Et le rapport de Krylov, ils ne l'ont pas exposé, remarque Ryabov en essuyant ses lunettes avec un mouchoir. Celui sur l'irrecevabilité technique. Ils ont honte, ricane Demidov. Aujourd'hui, à l'ère spatiale, c'est gênant d'admettre qu'on arrêtait les fascistes sur des camions rouillés en violation de toutes les normes de sécurité. C'est le temps des fusées, l'étudiant. Le temps des salles blanches et des blouses blanches. Et pourtant,
Nous avons violé toutes les lois de la physique à l'époque, Andrei. Je donne toujours ce problème à mes étudiants comme exemple de ce qui ne devrait pas marcher, mais marchait. Un système avec un tel recul aurait dû renverser le châssis. Le cadre aurait dû casser en torsion. La vibration aurait dû détruire la soudure. Selon toutes les formules, nous étions morts avant même le premier tir. Les formules sont écrites pour le temps de paix. Demidov s'appuie sur sa canne, transférant le poids de son corps. Et à la guerre, une autre loi fonctionne. La loi de la volonté. Le fer sent quand l'homme n'a pas le choix. Il devient plus solide. Ryabov hoche la tête. Il se souvient de cette nuit. Le froid pénétrant les os, le goût du sang dans la bouche, et la sensation d'unité absolue avec la machine. À ce moment-là, ils n'étaient pas des hommes et des mécanismes. Ils étaient un organisme unique, réglé pour la destruction de l'ennemi. Sur la photo, la tornade des neiges semble petite et sans défense. Juste un camion. Juste un canon. Mais pour les deux hommes âgés devant la vitrine, c'est un monument à leur victoire personnelle. Pas sur les Allemands, sur l'impossibilité. On ne gagne pas la guerre seulement avec des usines géantes. On gagne la guerre avec des fous armés de chalumeaux qui refusent d'accepter la réalité telle qu'elle est. Si la réalité dit « vous n'avez pas de blindage », le fou prend une feuille de tôle de toiture et dit « maintenant il y en a ». Si la réalité dit « vous êtes encerclés », le fou prend un canon d'aviation et se taille une sortie. L'improvisation n'est pas le chaos, c'est la forme supérieure d'adaptation. C'est la capacité de l'esprit humain à trouver une solution là où l'instruction prescrit de mourir. Et Krylov était un brave type, dit soudain Demidov. Dommage qu'il soit mort près de Königsberg. Il comprenait ce que nous avions fait. Il comprenait que ce n'était pas un modèle de série, mais un miracle. On ne met pas les miracles à la chaîne, approuve Ryabov. Sinon, ils cessent d'être des miracles. Ils restent silencieux encore une minute. Autour d'eux, l'histoire figée. Char IS-2, canon ZIS-3, mitrailleuse Maxim. Tout cela est monumental, correct, d'usine. La colonne vertébrale d'acier de l'armée. Mais quelque part dans les fondations de cette grande victoire, gît une petite brique rouillée de leur folie. Leurs 16 secondes de combat au carrefour. Leur duel avec les léopards. Leur nuit blanche avec la soudure. Sans de telles briques, l'édifice se serait effondré. Demidov soupire lourdement et met sa casquette. « Allons-y, Nikolai. Ma jambe me lance. La pluie. Ou la neige. Allons-y, Andrei. » Il marche lentement vers la sortie, frappant de la canne et traînant les semelles sur le parquet. Deux vieillards se dissolvant dans la foule, célébrant le premier vol dans l'espace. Le monde regarde vers le futur, vers les fusées et les satellites. Et eux emportent avec eux la mémoire du passé. La mémoire que la machine la plus parfaite n'est ni la fusée, ni le char. C'est l'ingéniosité humaine, multipliée par la rage et acculée dans une impasse. Demidov s'arrête près des portes, regardant la vitrine une dernière fois. De cette distance, on ne distingue plus la photo, mais il la voit avec son regard intérieur. « Nous avons survécu, l'étudiant, » dit-il en ouvrant la lourde porte en chêne. « Nous avons survécu parce que nous savions créer l'imposition, » répond le professeur Ryabov. La porte se referme, coupant le silence du musée. Dehors, bruit le printemps 1961. La vie continue. Et c'est le résultat principal de leurs calculs d'ingénierie.